Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Le face-à-face d'André Berkov qui reçoit Rémi Prudhomme, économiste et professeur des universités, auteur de Les vrais responsables de la crise, édition L'Artilleur. Bonjour Rémi Prudhomme. Bonjour. Oui, les vrais responsables de la crise énergétique, celle qui nous occupe aujourd'hui, et ô combien. Alors Rémi Prudhomme, vous avez fait quand même œuvre, je dirais, œuvre pieuse. Œuvre pieuse au sens où vous mettez les points sur les i, vous mettez tout sur la table et vous montrez, et ça c'est passionnant, je recommande ce livre aux éditeurs de Sud Radio et à tous. D'abord, qu'est-ce que c'est que l'énergie, hein ? Eh bien, tout le monde aujourd'hui, alors que vous commencez votre livre en disant que beaucoup d'économistes, on disait l'économie ça n'a rien à voir avec l'énergie, aujourd'hui tout le monde sait que l'économie c'est l'énergie, et l'énergie c'est l'économie. L'énergie c'est quoi ? Le gaz, le pétrole, l'électricité, les carburants, etc. On voit ce qui se passe, regardez le chauffage, Eddy en parlait, et puis beaucoup d'autres. Alors, qu'est-ce qui se passe là-dessus ? Eh bien, vous parlez dans votre livre de tout, vous passez en revue de façon très précise, avec des chiffres, etc., toutes les énergies et comment la gestion par les gouvernements, par les États des énergies. Et vous montrez surtout que les principales causes qu'on donne du matin au soir dans les médias sur la crise actuelle de l'énergie, des hausses du prix du gaz, du pétrole, de l'électricité, eh ben non, que peu de choses à voir avec le Covid d'abord et la guerre Russie-Ukraine ensuite. Rémi Prudhomme, expliquez-nous. Oui, d'abord, l'énergie, il faut employer le mot au pluriel, parce que parler de crise de l'énergie, comme s'il n'y en avait qu'une, ou comme si elles étaient toutes exactement la main dans la main, c'est un peu s'interdire de comprendre ce qui se passe. Il faut faire l'effort de distinguer entre les énergies comme le pétrole et le gaz, qui sont directement sortis des entrailles de la Terre, et puis des énergies comme l'électricité qui sont fabriquées par l'homme et qui n'obéissent pas aux mêmes règles. Et aux mêmes fluctuations. Et aux mêmes fluctuations. Oui. Alors ça complique les choses parce que on peut dire à peu près n'importe quoi et toujours trouver un exemple qui va aller dans le sens de ce que vous venez de dire. Et puis quelqu'un d'autre pourra, avec autant de bonne foi et de précision, dire le contraire en donnant l'exemple d'un autre cas d'énergie. Alors essayons de clarifier justement. Alors on peut essayer de clarifier. Oui, il y a je sais pas comment dire. Moi, j'ai essayé de simplifier les choses en considérant 4 types d'énergie qui étaient le pétrole, oui, le gaz, l'électricité et les carburants. Alors, les carburants viennent évidemment du pétrole ou d'autres choses. Oui. Mais entre le pétrole d'une part et puis le carburant dont votre SDF a besoin, oui. Il y a toutes sortes de choses. Il y a en particulier des tas de décisions politiques et des tas d'impôts entre les deux. Voilà, alors parlons-en justement. Juste un mot, je voudrais vous rappeler, vous parlez des faux coupables dans votre livre, et vous dites que toute la communication, qu'elle soit gouvernementale, médiatique et autres, disent 4 explications. Alors, les coûts de production des différentes formes d'énergie, la guerre à l'Ukraine, le Covid-19 et enfin l'OPEC, le cartel pétrolier, effectivement l'organisation des pays producteurs de pétrole. Et vous dites, et je voudrais que vous arrivez à faire la synthèse, vous dites ça, ce sont les faux coupables, ce n'est pas ça qui prévoit, et c'est très intéressant dans votre livre, vous dites, regardez, la hausse des prix a commencé bien avant la guerre Ukraine-Russie, et même bien avant le Covid. Expliquez-nous. Eh bien, d'abord, ces 4 faux coupables, et ils ont pour les gouvernants un gros avantage, c'est que ça exonère leurs responsabilités. Ah oui, bien sûr. Parce que c'est d'autres, c'est des choses. C'est de beaux boucs ils peuvent dire nous, c'est pas, j'y suis pas pour rien. Donc ça plaît beaucoup évidemment à nos gouvernants qui n'aiment pas se sentir responsables de ce qu'ils sont.
Alors, il faut les prendre les uns à la suite des autres. Hein. L'idée qu'il y aurait une hausse inéluctable des prix parce qu'il y a une quantité donnée de pétrole dans les entrailles de la Terre et que vous dites c'est faux, ça. C'est oui, faux, c'est faux. Alors, l'énergie fossile, on disait oui, c'est fini, il n'y a plus rien, c'est terminé, etc. Alors, on dit ça depuis Malthus. Hein, et à chaque fois, on se trompe. En particulier dans le cas du pétrole, mais de beaucoup d'autres choses. Il y a toujours autant de réserves. L'ampleur des réserves ne diminue pas et même elle a plutôt tendance à augmenter. Il y a autant de réserves aujourd'hui qu'il y en avait il y a 50 ans, en dépit de tout ce qu'on a pompé pendant ces 50 années-là. Intéressant à rappeler. Oui. Alors, pourquoi ? Parce qu'il y a le progrès technique qui intervient. En particulier dans le domaine du pétrole, on a inventé, non pas le gaz de schiste, mais des façons différentes de sortir du pétrole qui étaient plus difficiles à sortir des entrailles de la Terre. Ça a été fait vraiment vite fait aux États-Unis. Et ça marche. Et ça marche très bien. Juste un mot, Rémi Prudhomme, nous achetons actuellement du gaz de schiste aux États-Unis. Oui, mais nous, on ne peut pas faire ça en France, impossible. Alors, en France, en Europe en général, on s'est interdit absolument de faire ça pour des raisons largement mauvaises. En France, on a été plus loin puisqu'on a été jusqu'à interdire la recherche, la question de savoir s'il y a ou non du gaz de schiste exploitable en France. Alors pour un chercheur comme moi, l'idée de se mettre volontairement un bandeau sur les yeux n'est pas une idée très réjouissante et très appétissante. Tout à fait. Alors, donc ça c'est un faux coupable et c'est pas vrai. Les énergies fossiles sont là. Elles sont là, sont là, oui. Il faut aller les chercher. Alors c'est de plus en plus difficile, mais on est de plus en plus malin et de plus en plus capable de le faire. Alors la guerre à l'Ukraine. Alors la guerre à l'Ukraine. Oui, il faut pas dire la guerre de l'Ukraine ou en l'Ukraine. Il faut dire, je fais bien attention à ça, la guerre à l'Ukraine. D'accord. Alors la guerre à l'Ukraine, c'est pas la guerre à l'Ukraine en soi qui fait quelque chose. C'est les sanctions que les Européens et les Américains d'ailleurs, sauf que ça coûte pas beaucoup aux Américains de prendre ces sanctions-là, ont décidé d'acheter moins ou pas du tout de gaz et de pétrole de la Russie. La Russie est un très gros producteur. Elle consomme... Mais vous dites que ce n'est pas ça la raison. Je dis que c'est pas ça la raison principale. Oui. La guerre à l'Ukraine n'a pratiquement aucun effet sur le prix du pétrole. Il y a du pétrole, c'est pas la Russie est un producteur et un exportateur de pétrole, mais c'est pas le principal, et il n'y a pas eu d'impact véritablement sur de la guerre et des sanctions sur la production de pétrole dans le monde et le prix du pétrole. Même on pourrait penser le contraire, parce que la guerre à l'Ukraine se traduit par une baisse de l'activité économique en Ukraine, en Russie, et même chez nous. Et donc, qui dit moins d'activité économique, dit moins de consommation et de demande de pétrole, donc une pression à la baisse et non pas à la hausse. Et vous diriez la même chose sur le gaz. Vous diriez la même chose sur le gaz. Le gaz, c'est plus compliqué, justement. D'abord, il y a deux types de gaz. Il y a le gaz que l'on fait circuler d'un endroit à l'autre dans des gazoducs, dans des gazoducs. D'une part, et puis il y a le gaz que l'on fait circuler après l'avoir liquéfié dans des bateaux, et c'est très différent. Ça coûte beaucoup plus cher parce que il faut dépenser de l'argent pour le liquéfier. Et puis et le transporter. Donc et là, ensuite, il y a une hausse des prix, là, quand même, due à la guerre. Alors, il y a... Mais surtout, ça veut dire que le marché du gaz, il est parfois, quand il fonctionne sur gazoduc, il est régional, il est limité. Oui, c'est ça. Et donc, il faut distinguer entre le gaz acheté par l'Europe et par l'Allemagne, qui était le gros acheteur, qui s'est follement laissé embarquer
dans cette affaire, ou qui s'est embarquée elle-même d'ailleurs dans cette affaire, et qui dépend du gaz russe, d'un gaz qui arrivait par des gazoducs, qui d'ailleurs ne fonctionnent plus maintenant. Donc il y a une crise qui est temporaire, qui est temporaire, ça, mais qui est limitée. Par exemple, ça n'a aucun impact sur le gaz aux États-Unis. Les États-Unis produisent du gaz pour leur consommation, même maintenant un peu plus, ils peuvent en exporter. Alors ça coûte effectivement un peu plus cher parce qu'il faut avoir des installations. Donc vous voyez, c'est nuancé tout ça. Donc c'est compliqué. C'est compliqué. On va continuer à en parler juste après cette petite pause avec Rémi Prudhomme. C'est responsable de la crise énergétique et il faut les connaître. Vous nous appelez au 0826 300 300 pour participer à la discussion. À tout de suite sur Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Oui, alors on a parlé effectivement, et on parle avec Rémi Prudhomme et son passionnant livre, Les vrais responsables de la crise énergétique. Eh bien, on parlait des faux coupables. Alors on l'a dit, effectivement, on l'a dit, l'investissement de l'Ukraine, la réflexion, on a vu que c'était absolument faux. L'invasion de l'Ukraine ou la guerre à l'Ukraine, ce n'est pas ça qui a entraîné la chose. Le Covid, on va passer rapidement parce que, bon, ce n'est absolument pas ça, vous le dites, je cite, la pandémie 2020 a engendré une baisse historique de l'économie, mais ce n'est pas ça. Le rebond a eu lieu. Il n'y a pas eu de surchauffe inattendue qui aurait poussé les prix de l'énergie pendant le Covid. Et puis l'OPEP, l'OPEP aussi, il faut attention à eux, l'Organisation des pays producteurs de pétrole, ils jouent du prix en fonction de la politique et pas en fonction du reste. Absolument. Alors, allons vers les vrais coupables, Rémi Prudhomme. C'est ça. Alors, les vrais coupables, ce sont nos gouvernants. Nos gouvernements. Alors pourquoi pas seulement en France. Trois actions particulières. La première, c'est la fiscalité de l'énergie et surtout l'augmentation de la dite fiscalité. Alors la fiscalité de l'énergie dans un pays comme la France, mais c'est à peu près la même chose dans les autres pays d'Europe, elle est très lourde. En fait, le pétrole et les carburants et le gaz et l'électricité sont parmi les produits les plus lourdement taxés. En fait, il y a presque 60%, 50%, 60%. Non, 50 ou 60%, c'est l'augmentation. Ah oui, c'est ça. Mais déjà... la taxe est de combien? Par exemple, quand je vais à la pompe. Vous savez, par exemple, je prends mon tant d'essence, etc., tant de litres. L'État prend combien là-dessus? L'État, il prend, ça varie, et il prend en gros plus de la moitié. C'est ça. Plus de la moitié. D'accord. C'est-à-dire que par rapport au prix hors taxe, il y a 150% d'augmentation. C'est ça. Donc, les prix augmentent d'autant. Et en plus de ça, ces taxes-là ont augmenté considérablement au cours des 20 dernières années. Donc il y a un espèce d'effet mécanique, alors on le connaît bien. Il s'agit de chiffres qui sont très faciles à vérifier. L'électricité, même chose. Les prix de l'électricité étaient bas en France, ils ont baissé d'une façon constante jusqu'en 2008. En francs réels, après correction faite de l'inflation, qui n'était d'ailleurs pas très élevée à cette époque-là. Ils ont baissé jusqu'en 2008 et ils se sont mis à augmenter à partir de 2008. En euros réels. En euros réels, ils se sont mis à augmenter. À la fois parce que on a mis des impôts de plus en plus lourds, qui n'étaient pas des impôts qui allaient dans le budget de l'État, mais qui allaient dans le financement des énergies renouvelables. Alors voilà, on y arrive, et vous dites vous-même dans le livre, une des causes des vrais coupables, le développement à marche forcée des renouvelables intermittents, éoliens et solaires.
Absolument. Alors, Absolument. effectivement, parce que ce que vous dites très bien, je vous cite, Rémi Prudhomme, l'intermittence de ces renouvelables, il faut parler d'intermittent, il faut expliquer, parce que s'il n'y a pas de vent, eh ben, elle ne peut pas fonctionner, et s'il n'y a pas de soleil, le panneau solaire ne peut pas fonctionner. Et vous dites que l'intermittence de ces renouvelables impose le recours à des capacités de production thermique, donc pour faire face à la demande lorsque le soleil est couché ou voilé et le vent inactif. Donc il faut du gaz naturel, par exemple. Absolument. Et on constate d'ailleurs que dans tous les pays, plus il y a de renouvelables et plus il y a de gaz, ce qui est un paradoxe, parce qu'on pourrait penser que plus il y a d'électricité renouvelable et moins on a besoin du gaz. De gaz. Ou du charbon, enfin, ou autre. Mais en réalité, on ne peut pas fonctionner qu'avec des renouvelables. Et d'ailleurs, on lit parfois des choses mensongères. On nous dit tel investissement éolien ou solaire permet de répondre à la demande d'électricité d'une ville comme Le Mans. Oui. Bah, si c'était vrai, les pauvres manceaux, ils regarderaient la télévision un jour sur 4. Et ils perdraient peut-être pas grand-chose, mais enfin, c'est pas ce dont ils ont envie. Donc, il faut bien que ces gens qui disent qu'ils sont autonomes, il faut bien qu'ils aient une électricité produite permanente, par autre quelque chose d'autre. Alors justement, vous dites très bien, Rémi Prudhomme, vous dites le plus important a sans doute été la diminution des investissements dans les énergies classiques, dans le nucléaire, par exemple, on a vu, le gaz de schiste, n'en parlons pas, le charbon et le pétrole, et vous dites ceci, et je voudrais vraiment vous entendre là-dessus, c'est très très intéressant, vous dites qu'en fait, et par rapport à nos gouvernements européens et autres, le fondement est religieux. Vous dites un fondement religieux. Les renouvelables, c'est le bien, les autres formes d'énergie, c'est le mal. Même si le nucléaire ne rejette pas du tout de CO2, il faut favoriser le bien et combattre le mal. C'est ça la racine ? Absolument, absolument. Nos gouvernants, mais aussi les opinions, sont guidés par des dogmes, des totems. Alors il y a eu le totem, le tout anti-nucléaire, qui a dominé, qui domine encore d'ailleurs, mais même en France. Il y avait une unanimité. Le gouvernement a dit, mais pas du tout. Nous, on a toujours été pour le nucléaire. C'est pas vrai. On a fait voter des lois qui prévoyaient et qui sont encore en vigueur la fermeture de 17 centrales. Il n'y en a que 2 qui ont été fermés. C'était 2 de trop d'ailleurs, parce qu'on serait bien content de les avoir aujourd'hui. Mais c'était l'un de ces piliers, le tout anti-nucléaire. Il y en a un autre qui était le tout renouvelable. Oui, absolument. Même un pays le renouvelable est tout remplacé. On n'aurait plus besoin du reste. Absolument. Même un pays comme la France, qui n'avait absolument pas besoin de renouvelables. Pourquoi ? Parce que la France avait un parc nucléaire et hydraulique tel qu'elle subvenait à la totalité de ses besoins. Les besoins de la France en électricité n'augmentaient pas. Depuis 20 ans, ils sont au même niveau. Et même à l'époque, je parle il y a 10-15 ans, quand on a commencé à se jeter dans les bras des nucléaires, on exportait même un peu. Beaucoup même. Ça veut dire que la totalité de la production nucléaire est inutile. Elle ne sert en rien à éclairer ou faire fonctionner la France. Elle est soit exportée, soit pire encore, elle oblige à réduire la production hydraulique et voilà pourquoi, nucléaire. Parce qu'on a choisi le renouvelable, on a enterré, ou presque, on a en tout cas essayé d'enterrer le nucléaire. On va en parler juste après cette petite pause. À tout de suite. Vous continuez de nous appeler au 0826 300 300 pour participer à la discussion entre André Berkoff et Rémi Prudhomme, auteur de Les vrais responsables de la crise. À tout de suite. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Mais elles ne le sont pas pour le professeur Rémi Prudhomme, les vrais responsables de la crise énergétique, un petit livre qu'il faut absolument lire aux éditions de l'Artilleur. Vous avez été professeur d'ailleurs, on en parlait hors antenne, à
de Phnom Penh jusqu'au Massachusetts Institute of Technology, le fameux MIT, consultant de la Banque mondiale. Et alors, on va continuer à parler de ces vrais coupables, justement. On en a parlé. Et vous parlez aussi des comparses, que moi je dirais comparses assez coupables aussi. Et vous parlez de deux facteurs. Et vous en parlez très facilement. Et je voudrais là aussi vous citer, je vous cite beaucoup, et vous êtes là, mais le taux de change de l'euro par rapport au dollar et l'Union européenne. Et vous avez quelque chose à dire de très fort là-dessus. Mais je rappellerai, c'est dans votre livre. Et ça, vraiment, on l'entend pas beaucoup. En une douzaine d'années, dites-vous, Rémi Prudhomme, l'euro a perdu de 30% de sa valeur face au dollar. 30%. Corrélativement, le prix du pétrole a de ce seul fait augmenté en Europe de 40%. C'est énorme, ça. Oui. Et ça, c'est évident, parce que le prix s'exprime en dollars. D'ailleurs, en dollars, le prix actuel du pétrole n'est pas extraordinairement élevé. Non. Il est du côté de 80 ou 85. On a connu... Le baril, le baril, oui. On a connu au cours des 20 ou 30 dernières années des prix à 110, 130 même, à certains moments. Donc c'est pas le problème c'est l'euro face au dollar, quoi. Entre autres. Pour nous. Entre autres. Oui. Mais enfin, il y a aussi une pression à la hausse sur le prix des matières, des carburants et des combustibles qui provient de ce que la politique des pays a été de freiner autant que possible l'extraction de pétrole et l'extraction de gaz. Des énergies fossiles. Des énergies fossiles. Oui, mais toutes les énergies étaient fossiles, à l'exception du nucléaire qui n'est pas... Non, mais à un moment donné... Et donc, les gouvernements, et pas seulement la France, mais l'Union européenne, on dit il faut, et pas seulement les gouvernements, les opinions publiques, les médias, les opinions publiques, bien sûr. Les banques qui osaient financer de l'extraction de charbon en Afrique voyaient défiler devant des cohortes de protestataires, absolument. Des cohortes de protestataires qui disaient c'est un crime contre la planète. Contre l'humanité et la planète, absolument. Vous êtes des gens et donc nous appelons au boycott. C'est un langage qui fait que dès le lendemain, les dites banques disaient non, on abandonne ce projet. Et toute l'aide internationale officielle, ça c'est particulièrement honteux d'ailleurs, à expliquer aux Africains en particulier qu'ils ne devaient pas se développer, qu'ils ne devaient pas avoir de charbon ou de gaz. C'est mauvais pour la planète et c'est mauvais pour la planète. Et ces pauvres Africains disaient mais que nous il y a la moitié des gens qui n'ont pas d'électricité chez nous. On fait comment on fait comment et d'ailleurs ce qui s'est passé à la dernière COP est très important parce que les pays pauvres, notamment africains et l'Inde, ont dit ça très clairement, on en a assez de vos interdictions d'investir dans la recherche et l'exploration pétrolière. Nous, le truc qui compte pour nous, c'est que on se développe. C'est le développement. Et on ne peut pas se développer sans électricité. Tout à fait. Alors Rémi Prudhomme, arrivons quand même à un comparse qui vaut peut-être aussi, rôle de coupable, c'est l'Union européenne, le Commission, le Conseil, le Parlement européen. Alors eux, ils ont joué un sacré rôle de catalyseur, d'encouragement à tout ce que vous dites là. C'est-à-dire non au nucléaire, non aux énergies fossiles, le renouvelable. Et ne parlons pas, parce que ça on n'a pas parlé de la concurrence, effectivement. Et juste un mot. Ça, du marché. Oui, du marché. Et vous dites, vous venez de nous dire, non, justement, qu'il y a quelque chose que nous venons, d'où la France, nous venons d'être condamnés, ou nous serions condamnés à 500 millions d'euros, 1 demi-milliard d'euros d'amende par la Commission européenne. Pourquoi ? Eh bien, parce que la Commission européenne s'est aperçue que des promesses, des engagements de la France pour faire encore plus
de renouvelables que nous n'avons fait, des engagements qui étaient intenables et qui n'ont pas été tenus, Donc les bureaucrates de Bruxelles, on n'a rien à leur reprocher. Ils font leur métier. Ils constatent que la France n'a pas tenu ses engagements, qu'il y avait des pénalités pour les gens qui ne tenaient pas leurs engagements. Ils calculent et ils envoient une facture de 500 millions, un demi-milliard. Et tout ça, pourquoi nous n'avons pas tenu alors? C'est-à-dire, nous n'avons pas fait assez de concurrence dans les... Non, nous n'avons pas fait assez de renouvelables. D'accord. Ah oui, et pourtant on a été de bons élèves, apparemment. Alors, c'est un gag, c'est un paradoxe absolument extraordinaire, parce que la France est, avec la Suède, le pays du monde, les pays du monde qui ont l'électricité et l'énergie la moins carbonée. C'est au nom de la lutte contre le carbone qu'on pousse les renouvelables. Mais nous, on n'a même pas besoin de ça, puisque on a une électricité qui n'est pas renouvelable. Donc, on est les meilleurs de la classe. Alors, l'idée que on punit les meilleurs de la classe, qu'on leur donne un bonnet d'âne et une punition, a quelque chose d'extraordinaire. Ouais, mais il faut pas dire eux et nous. C'est pas l'Union européenne et nous. C'est nous avec. Ouais, parce que ces décisions ont été prises dans des conseils des ministres dans lesquels il y avait des ministres français. Bien sûr. Nous avons été des bons élèves obéissants et complices. Enfin, on a les été, gouvernants. oui. En tout cas, ces engagements absurdes qu'on nous a fait prendre, on les a, on se plaint d'être violés, mais on était consentants, demandeurs même. Si on ose faire utiliser ce genre de référence de nos jours, et donc de la part des gouvernements, c'est pas très honnête non plus que de se décharger sur l'Union européenne de tous nos péchés. En fait, les gouvernements sont aussi responsables que les... Et c'est vrai, c'est un gouvernement, vous savez, c'est pas ma faute, hein. Responsable mais pas coupable. Mais là, c'est ni responsable, ni coupable, et c'est quand même hallucinant, ça. Qu'ils disent. Hein, qu'ils disent. Bien parce sûr en réalité, ils sont les deux. Et alors que, dans le cas de l'Union européenne, on a été un peu... poussé par les Allemands qui avaient fait toutes les bêtises possibles et imaginables, encore qu'en France, le nombre de gens qui nous ont pendant des années expliqué que c'était un modèle, l'Allemagne, et qu'on était en retard sur eux, et qu'il fallait mettre les bouchées doubles pour les rattraper. Et aujourd'hui, ce sont les Allemands qui rouvrent les centrales à charbon, nous aussi, mais eux, en quantité industrielle, quoi. Alors, ils viennent je crois, dans un endroit, c'est un gag, ça aussi, pour une mine de lignite qui est pire encore que le charbon en matière de pollution et de CO2, ils sont obligés de fermer un champ d'éoliennes. Ce qui est assez comique. Ce qui est d'un effet, c'est molièresque, quoi. Absolument. Rémi Prudhomme, on veut maintenant, je crois que nos auditeurs ont beaucoup de questions. Lucien Gasparac. Oui, c'est l'heure de nos auditeurs. Vous continuez de nous appeler au 0826 300 300, mais on accueille tout de suite Sylvain de Nîmes pour réagir. Bonjour Sylvain. Bonjour Sylvain. Oui, bonjour messieurs. Bonjour monsieur Bercoff. Bonjour monsieur Prudhomme. Je vous appelle simplement parce qu'il y a un très bon documentaire qui est déjà diffusé depuis nombreux mois, si ce n'est plus d'une année, qu'on retrouve sur YouTube, qui s'appelle Éolienne du rêve aux réalités. Qui explique, qui reprend tout l'historique un petit peu de la situation délirante dans laquelle on se trouve aujourd'hui, et dans laquelle l'émission, enfin dans le cadre documentaire, tous les intervenants, si vous voulez, ne sont pas des gens qui donnent simplement un avis, ce ne sont tous que d'anciens directeurs d'EDF et assimilés dans différents domaines techniques justement, que ce soit sur le nucléaire et autres, et c'est très très éclairant parce que ça reprend l'historique, comme je vous le disais à l'instant. D'accord. C'est un documentaire qui dure à peu près 2 heures et c'est vraiment passionnant, extrêmement bien fait.
On va regarder clair. ça. Écoutez, très sincèrement, là, tout ce que votre invité a dit, j'en ai manqué une partie, est extrêmement bien expliqué et détaillé dans ce documentaire, avec force, images, documents et ainsi de suite. Voilà, c'était... Mais non, au contraire, merci Sylvain, on va regarder ça. Absolument. Lucien. Voilà, messieurs. Merci. Merci beaucoup Sylvain. Tout de suite la pub, mais après la pub, on accueillera Marie Deslandes. À tout de suite sur Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Vous êtes bien dans l'émission d'André Berkoff. Chers auditeurs, c'est votre moment. Vous continuez de nous appeler au 0826 300 300 pour réagir. On accueille tout de suite Marie Deslandes. Bonjour Marie. Bonjour Marie. Bonjour Monsieur Berkoff, bonjour à votre invité. Vous m'entendez bien? Très bien Marie. Bon, très bien. Alors, je voulais dire à votre invité, les taxes c'était une chose, elles ont toujours existé, mais les énergies renouvelables, l'État là-dessus fait un profit de 32 milliards d'euros et donc ce n'est pas redistribué. Il a fait un effort pour les 20 centimes et les 10 centimes sur le pétrole, mais pour les énergies renouvelables, elles ne viennent pas de l'extérieur. Donc, il y a une perte évidente pour le consommateur. D'autre part, pour le gaz, les principaux impactés sont ceux, à l'heure actuelle, qui se chauffent au gaz. Donc, la pénurie vient quand même de la Russie, qu'on le veuille ou pas, mais ce n'est pas perdu pour tout le monde. La Chine récupère. Je pense que l'Arabie Saoudite doit récupérer aussi, mais ne serait-ce qu'au niveau du pétrole. Et donc c'est créé de façon artificielle. Et là-dessus, les pays européens ne peuvent rien faire puisque l'Allemagne a été obligée de mettre 200 milliards d'euros sur la table pour les entreprises et les consommateurs. Donc, je pense que ça ne va pas durer in vitam aeternam. Tout simplement, d'ici 2 ans au maximum, même dans 1 an, il y aura des négociations imposées parce que ce ne sera pas tenable pour une partie des gens qui sont en Europe, parce que c'est eux qui payent le prix, et ce sont les pays producteurs, Émirats Arabes Unis, Arabie Saoudite, qui ont jeté Joe Biden d'ailleurs, en lui disant qu'est-ce que vous allez créer comme problème, l'Ukraine est toujours appartenu à la Russie. Donc, ils se sont bien fichus de sa tête, ils en profitent, et les États-Unis aussi, parce que eux aussi, ils en, quoique bon, chez eux ça a augmenté un peu, ils en profitent aussi puisqu'ils nous le vendent aussi au prix fort. Donc c'est une machination et nous sommes les gros perdants. Voilà. Alors, machination, gros perdants, les éoliennes, etc., les éoliennes qui perdent des milliards, Rémi Prudhomme. Il n'y a pas de machination en ce sens qu'il n'y a pas un groupe d'individus qui se sont réunis un soir dans un hôtel et qui ont décidé ce qui allait se passer. Il n'y a rien de tel. Il y a eu des fautes de nos gouvernants qui se sont, avec beaucoup d'autres, opposés à ce que qu'on produise du gaz et du pétrole dans le monde, qui ont fait de leur mieux pour freiner l'offre, ce qui a naturellement entraîné une certaine augmentation. Elle n'est pas très grande pour le pétrole d'ailleurs, parce que, comme vous pouvez voir, le prix du pétrole à l'heure actuelle n'est pas particulièrement élevé. Il est de 85 $ et des dollars d'aujourd'hui, alors qu'on a connu des prix à 120, 130. Non, mais vous l'avez dit, Rémi Prudhomme. Je l'ai déjà dit, mais
Madame n'a apparemment pas suffisamment non, ce que je veux dire, elle dit que par exemple, non, parce que il y a le problème pour la guerre, etc. Il y a eu l'embargo, effectivement, on a décidé de ne pas acheter du pétrole ou du gaz à la Russie. Il y a eu tout cela qui a joué quand même quelque chose. Mais elle dit, voilà, ceux qui profitent, c'est l'Arabie Saoudite, les pays producteurs, et nous, comme on n'est pas producteurs, on est dans la mouise. C'est un peu ça qu'elle dit. Est-ce que c'est vraiment un portrait de ce qui se passe aujourd'hui? Parce que l'Europe, elle est effectivement, on dirait le dindon de la farce. Enfin, elle est entre les deux. Elle subit sans pouvoir réagir. Ça n'est pas exact pour le pétrole, parce que le prix du pétrole n'a pas beaucoup augmenté. C'est exact pour le gaz, et le principal bénéficiaire, c'est la Russie, mais pas seulement la Russie. Tous les producteurs de gaz gagnent de l'argent, et si la France ne s'était pas bêtement opposée à la recherche de gaz de schiste, nous serions aussi des bénéficiaires de ce qui s'est produit. Et l'électricité, par rapport à l'électricité? Alors, l'électricité, il n'y a pas de raison sérieuse pour qu'il y ait en France une hausse considérable des prix de l'électricité. Parce que il y a un peu d'électricité qui est fabriquée avec du gaz en France, mais pas beaucoup. Et donc ça ne suffirait pas à augmenter les coûts de production de l'électricité. Les coûts de production de l'électricité augmentent en France parce que on a créé une fausse concurrence, c'est ça? Alors, ouais. Ils augmentent parce qu'il y a à cause de l'Europe, on s'est mis dans un marché européen qui est tel que le prix de l'électricité est dicté par le coût de production de l'électricité en Allemagne, qui lui est très largement le fait du gaz russe, et qui en plus, il n'y en a pas assez, et donc les gens se battent pour avoir le peu d'électricité qu'il y a en Allemagne. Ça fait monter les prix partout, y compris en France. Et normalement, la France devrait gagner beaucoup d'argent actuellement, y compris l'électricité nucléaire, plus encore d'ailleurs que l'électricité. C'est pas le cas aujourd'hui. Si, c'est le cas, sauf que cet argent est, lui, il est confisqué par le gouvernement pour être redistribué sous forme de bouclier. Mais la raison pour laquelle on est attaché à ce marché et à ce marché européen, c'est que on a voulu s'arrimer totalement l'Europe, avoir une politique européenne de l'énergie, ce qui était absurde dans la mesure où la situation énergétique des différents pays européens est extrêmement dissemblable. On est bien d'accord. Et que la situation de la France était plutôt bonne et favorable. Et la position de la France était bonne, on s'est lié les mains. À la fois parce que il suffisait de dire Europe pour que tout le monde cesse de réfléchir, et parce que aussi il y avait une idéologie marché. Il suffisait de dire marché pour que tout le monde arrête de réfléchir. Le trio infernal, tout marché, toute Europe et tout renouvelable. Et zéro nucléaire. Et zéro nucléaire. Peut-être une dernière question de nos auditeurs. Oui, on a le temps de prendre Guy de Paris. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Bonjour messieurs, merci pour cette belle émission. Je suis un ancien du nucléaire, j'ai 72 ans. J'étais chimiste et technicien dans le nucléaire. Je voudrais rappeler quand même que sur cette amende de 500 millions, il faut rajouter cet engagement de 85 milliards sur 15 ans auprès des fabricants d'éoliennes, dont nous fabriquons aucune pièce. D'accord ? Vous dites qu'il y a un engagement de la France de 85 milliards d'euros sur 15 ans pour les éoliennes. Oui. C'est ça. Oui, et on est piégé. On a été piégé. Pourquoi? Parce que nous avons eu nos 3 derniers présidents, entre autres, qui n'ont pas su tenir tête à Madame Merkel. Souvenez-vous de la campagne d'Emmanuel Macron. Et dans la première campagne en 2017, il s'est engagé à supprimer le nucléaire, accompagné allègrement par Madame Borne, n'est-ce pas?
Absolument. Absolument. On va supprimer, de fermer 17 centrales. Mais c'était idiot, c'était idiot. C'était idiot, oui. Non seulement 17 centrales qui fonctionnaient bien, mais il faut toujours savoir, c'est qu'on a toujours des pannes dans le nucléaire, des réacteurs qui ont besoin d'être arrêtés pour vérification, pour être réparés. Donc ça, c'était plus de 17 centrales qu'il fallait compter. Non, c'est une idiotie, mais alors grave. Je me demande par qui on a été dirigé depuis des dizaines et des dizaines d'années, des incompétents qui ont emprunté pour pouvoir faire tenir ce pays droit, alors qu'on avait tout ce qu'il fallait pour pouvoir être bon avec ce pays de France. Vraie question, Guy. Dernière chose quand même, cet engagement de 85 milliards d'euros pour 15 ans pour les éoliennes, c'est quoi? C'est un engagement qui a été... Oui, mais je sais cet engagement a eu lieu, mais je voulais demander à Rémi Prudhomme, est-ce que c'est le couronnement d'une espèce d'inconséquence et de manque de prévision? Je sais pas. Je sais que on a dépensé dans l'éolien et le solaire en dépenses directes, pratiquement totalement acheté d'ailleurs à l'étranger, en particulier en Chine, on a dépensé quelque chose qui est de cet ordre de grandeur-là. Le coût a été plus élevé parce que ça a entraîné des tas d'autres dépenses. Il a fallu... donc presque 100 milliards, enfin 90 à 100 milliards. Et 100 milliards, c'était ce qu'a été le coût du programme nucléaire français. Ouais. Des années 70 et 80. Donc on a dépensé presque autant et on s'apprête à remettre ça sur le tapis, puisque le gouvernement veut investir dans l'éolien autant qu'il l'a fait. Et que le Sénat est d'accord et que l'Assemblée va certainement être d'accord aussi. On va suivre ça, Rémi Prudhomme. Je recommande encore une fois votre livre, Les vrais responsables de la crise énergétique, parce que ça nous en apprend beaucoup à quelle sauce nous continuons à être mangés. C'était le face-à-face d'André Berkoff avec Rémi Prudhomme. Tout de suite, l'émission de Brigitte Lahaye. À tout de suite sur Twitter.